Messieurs, bonjour. Monsieur Rabia Fergani, vous êtes de chez Innovatech Conseil, vous êtes chef de projet innovation chez Innovatech Conseil. Kevin Laurent, bonjour. Vous êtes également chez Innovatech Conseil, chargé de développement commercial. Et Maître François Merengui, bonjour. Vous êtes avocat directeur chez Deloitte Tage. Alors on va parler d'abord de crédit d'impôt recherche. Oui, le crédit d'impôt recherche a sa place lorsqu'on parle de financement parce que c'est une manière de financer évidemment la croissance de son entreprise. Encore faut-il que le cadre soit cohérent et que l'accompagnement soit de qualité. Kevin Laurent, quelques bases d'abord sur les rappels de ce que sont les dossiers de crédit d'impôt recherche et notamment chez Innovatech Conseil. Kevin Laurent. Oui, bonjour à tous. On ne va pas rentrer dans les détails des dispositifs, on va les expliquer vaguement, je pense que vous les connaissez. Donc très rapidement, en fait, dès qu'une entreprise rentre dans une démarche de valorisation d'idées, elle est dans une démarche d'innovation. S'il y a augmentation de connaissances scientifiques, c'est de la recherche et du développement. S'il y a des améliorations d'usage, ça sera plus de l'innovation au terme classique. Voilà. Donc les pouvoirs publics, pour soutenir l'effort d'innovation, ont mis en place 3 dispositifs. Le crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation et le statut de jeune entreprise innovante. Celui qui nous intéresse le plus ici, c'est le crédit d'impôt recherche, parce que c'est le plus lourd. Il pèse en 2017 6,3 milliards d'euros pour le gouvernement. Une première chose, Kevin, le gouvernement a voulu s'attaquer à la niche fiscale. On n'en parle plus ? On va en parler ensuite parce que, en fait, si vous voulez, le gouvernement durcit ses contrôles parce qu'il y a des abus. Si vous voulez, 20% des entreprises qui bénéficient du CIR se partagent 80% de cette assiette. Pour info, les dépenses déclarées représentent environ 21 milliards d'euros dans l'assiette. Donc le dispositif est attractif, on le voit au quotidien. L'État ne peut pas y toucher, mais durcit ses contrôles et du coup, il y a des bonnes pratiques à mettre en place et c'est ce dont Rabia va me parler par la suite. Alors comment on monte un dossier de crédit d'impôt recherche, Rabia ? Ça fonctionne ? Voilà, puis on appuie dessus. C'est bon ? C'est bon. Ouais, très bien. Comment on monte un crédit d'impôt recherche ? Alors d'abord, juste pour revenir sur ce qui a été un peu dit, il faut bien faire la distinction entre CI, crédit impôt innovation, et crédit impôt recherche. Dans un cas, on statue sur l'augmentation de connaissances. C'est un formalisme un peu plus contraignant qu'un dossier CI, dans le sens où il faut argumenter des verrous scientifiques et technologiques. Et donc, il faut un minimum d'état de l'art. Et l'état de l'art, ça ne consiste pas à faire un état de l'art du haut d'entonnoir où on dit bah, voilà ce qui existe. Il faut plutôt l'important, et d'ailleurs le nouveau formalisme qui est un petit peu qui a été mis en place suite en 2018 en proposant une nouvelle trame scientifique, c'est d'aller un peu plus au fait justement de ces verrous scientifiques techniques, c'est d'argumenter en fait les verrous et donc d'avoir un minimum d'analyse bibliographique pour étayer l'argumentaire des limites et la justification des verrous. Donc rien que ça, c'est déjà, si on n'est pas une entreprise qui est une émanation d'activités de recherche publique du CNRS ou autre, on n'est pas forcément dans une PME. C'est justement une des difficultés de pouvoir un petit peu étayer son état de l'art. Donc du coup, nous, on propose d'accompagner justement pour avoir quelque chose qui permettent cette justification du dossier, donc être capable d'argumenter les verrous. Alors l'idée, c'est de s'y prendre le plus tôt possible, de ne pas attendre le dernier moment et la déclaration. Ce qu'on fait, c'est que dans un process d'audit, on évalue le potentiel éligible. On est capable de dire, bah, tiens, ça relève du CI, ou ça relève plutôt du CIR. D'évaluer un certain niveau de risque, et compte tenu de ce niveau de risque, quel travail il va falloir fournir pour effectivement avoir un dossier qui puisse être solide, argumentable auprès de l'administration. Donc une fois qu'on a fait cette discrimination CI, CIR, ou alors il ne vaut mieux pas y aller sur aucun des dispositifs, à ce moment-là on est capable après de faire des audits scientifiques et de challenger les équipes. Là on veut et on doit avoir affaire à des
techniques, à des scientifiques, à des ingénieurs, pour pouvoir vraiment challenger les verrous. Et ensuite, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut peut-être étayer les états de l'art, il faut peut-être faire appel à des experts externes pour justement étayer cet argumentaire. Rabia, quelle est la carte d'identité type de l'entreprise qui peut avoir recours au CIR? Alors, on travaille essentiellement sur de la PME, de l'ETI, des filiales de grands groupes. C'est un petit peu notre portefeuille à nous. On a un peu l'habitude de CIR divers et variés avec une complexité plus ou moins importante. Il y a des domaines dans lesquels, effectivement, la valorisation R&D est plus facile à faire que d'autres. Par exemple? Par exemple, si on est dans la biologie, dans la pharma, dans la biotech, souvent on a derrière, encore une fois, des émanations de start-up ou d'entreprises qui viennent du domaine de la recherche. Quand on est dans l'essai clinique au moins de niveau 3, c'est quasiment acquis. Après, il faut faire attention à ses dépenses et à ce qu'on valorise. Mais disons que ça, c'est plus facile à valoriser. À l'autre extrême, tout ce qui est développement software, tout ce qui est informatique, c'est plus complexe. Et là, pour nous, de notre côté, on a la chance aussi d'être assisté par un expert qui est un ancien expert ministère pour justement aller trouver les angles d'attaque par les biais desquels on va pouvoir valoriser la R&D au sens argumenter les verrous et pas être simplement dans un dispositif qui va dire j'ai une difficulté. La difficulté, elle n'est pas suffisante. Il faut encore une fois que le savoir-faire de l'homme de l'art soit pris en défaut et pour ça, il faut démontrer qu'on a vraiment des verrous technologiques. Mais c'est plus complexe l'informatique. Ouais, et Rabia, si je fais de la R&D dans mon entreprise, est-ce que j'ai besoin d'être accompagné ou je peux monter mon dossier de CIR tout seul? Alors, en théorie, on pourrait faire son dossier de CIR tout seul. Le dispositif en lui-même, il y a une assiette de dépenses, on applique 30%, c'est pas complexe en soi. Quand il y a des subtilités du point de vue comptable, ça peut être déjà un petit peu plus technique. En revanche, on sait d'expérience qu'on a tendance à oublier des choses ou à mal chiffrer. Ça, c'est une première partie. Et puis qu'après, les dossiers scientifiques, certaines fois, on l'a vu, on est appelé en mission pompier suite à des contrôles et on s'aperçoit que les documents techniques n'existent pas. Et cet effort un petit peu académique, certaines des entreprises, justement, ne savent pas le faire. Donc en théorie, on pourrait le faire. On peut nous accompagner parce qu'on a une application métier qui permet de structurer en fait la valorisation des dossiers scientifiques. Donc on pourrait le faire en autonomie, mais on a un minima besoin d'une assistance sur le volet financier et sur le volet technique. Et puis quand c'est un peu plus complexe, il faut vraiment être accompagné. On engage à être accompagné, c'est important. D'accord. Innovatec Conseil, en 2 mots pour terminer peut-être, est labellisé, je crois, sur le territoire. Dites-nous, Kevin, peut-être, comment ça se passe? Oui, donc on est certifié par la médiation des entreprises et l'OPQCM. On est les seuls en Bouches-du-Rhône. La seule entreprise labellisée dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, exactement. Très bien. Et une dernière question peut-être, combien de dossiers de CIR dans le territoire, vous le savez, sont montés par an? Alors ça, j'aurais peur de vous dire une bêtise, j'ai pas les chiffres. En montant, on sait pas. Pour ceux que ça intéresse, on peut regarder ça si vous le désirez tout à l'heure. D'accord. Avant de poursuivre, d'abord, on peut vous trouver évidemment sur votre espace tout au long de la matinée. Y a-t-il une question pour Kevin ou Rabia sur le CIR? On rend nos plateaux interactifs en direct comme ça, non? On peut continuer? N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez, évidemment. Merci Rabia, merci Kevin, vous restez avec nous évidemment. François Marenghi, bonjour, vous êtes directeur associé chez Deloitte Tage. Ça fonctionne? Non? Le diable est dans les détails, cher ami. Ça marche. Ça fonctionne. Merci d'être là, vous êtes un fidèle du FID et on vous en sait gré, François. Alors on a souhaité que vous interveniez parce que en amont de cette matinée, on parle effectivement de la manière dont on va financer nos startups, mais il y a une matière qui est sans doute la plus importante que les autres, c'est la matière humaine, ce sont les managers, les collaborateurs de l'entreprise et nous avons souhaité, vous avez souhaité, nous parler ce matin d'un dispositif, en l'occurrence les BSPCE, vous allez nous expliquer ce qui se cache derrière cet acronyme. Les BSA, on les connaît. Pourquoi il est important très vite, lorsqu'on est start-upper, comme beaucoup ici, ou dans une entreprise en début de son développement, pourquoi il est important d'avoir recours à ces mécanismes que vous allez nous présenter? Très bien. Merci Francis. Un peu plus fort? Un peu plus fort. Voilà, parfait. Bon.
Ces mécanismes donc, sont effectivement extrêmement utilisés dans les startups. Ce sont traditionnellement donc, les BSPCE et les actions gratuites. Pourquoi? Parce que effectivement, le start-upper doit aller très vite, il doit avoir les meilleurs avec lui et effectivement, il n'a pas forcément les moyens de les payer. BSPCE, c'est clair pour tout le monde ou pas? Alors, je vais les détailler. Donc, les BSPCE, c'est les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises. Il n'est pas question de part sociale ici, mais d'actions en réalité. Les BSPCE, c'est une typologie particulière de BSA. Les BSA, ce sont des bons de souscription d'actions qui permettent effectivement de souscrire un certain nombre d'actions à un certain prix et à des conditions prédéterminées. Donc, la particularité des BSPCE, c'est qu'ils sont réservés donc, aux dirigeants assimilés à des salariés et aux salariés donc, des entreprises. Et ils offrent un régime fiscal et social particulièrement stable et sûr. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans ce cadre et on respecte les règles, on sait très très bien comment on sera imposé. Donc ça, c'est avantageux par rapport au BSA qu'on utilise, qui dans le régime juridique et fiscal est un peu plus aléatoire et qui a donné ces derniers lieux à un certain nombre de redressements dans les mois passés en matière sociale et en matière fiscale. Donc les BSPCE sont vraiment très très sûrs et stables. Ils sont réservés aux sociétés créées depuis moins de 15 ans. Donc ça, 15 ans, donc voilà, donc particulièrement adapté donc effectivement pour l'administration, le créateur d'entreprise, c'est 15 ans. Pour les BSPCE. On le note. Effectivement, très bien. Société de moins de 15 ans. Il y a beaucoup de créateurs d'entreprises ce matin. Voilà, donc ça concerne la plupart des startups, effectivement. Et autre condition, donc le capital doit être au moins possédé à au moins 25% par des personnes physiques ou des sociétés assimilées à des personnes physiques. Donc là aussi, c'est assez simple. Et troisième point important, en principe, même s'il existe des exceptions, cette société ne doit pas être issue d'une concentration ou restructuration d'une activité préexistante. Donc c'est vraiment une activité nouvelle. De création. Voilà. Donc ça, c'est les 3 points assez importants en la matière. Donc l'autre système, c'est celui des actions gratuites, qui là, qu'on utilise quand on ne peut pas utiliser les BSPCE, qui là par contre est limité, puisqu'effectivement, selon la taille de la PME, on ne peut pas donner plus de 10, 15, voire 30% du capital dans des cas particuliers où on donne des actions à tout le monde. Donc voilà un peu les deux systèmes qui existent et qui sont extrêmement pratiques pour les startups. Très bien. Faisons une focale, si vous le voulez bien, sur le BSPCE, oui, qui, me semble-t-il, n'est pas un système très répandu, en tout cas, qu'il l'est de plus en plus, mais qui mérite d'être mieux connu. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est? Combien ça coûte? Comment ça marche? Soyons pragmatiques. Qu'est-ce que c'est? Donc, on va réunir une assemblée générale qui va dire je crée tant de BSPCE à tel prix. On fixe le prix. On fixe le prix ou on fixe un mode de calcul du prix. Et donc effectivement, ensuite on délègue au président ou au conseil d'administration la faculté d'émettre ces bons et de les allouer donc aux salariés ou aux catégories de salariés qui lui paraîtront opportunes. Je peux les donner à une personne, je dois les donner à tout le monde, à une catégorie? Comme on veut. C'est à toute discrétion. C'est à discrétion. Je fais ce que je veux, je suis le patron. Absolument. Très bien. Donc ces BSPCE, on peut les conditionner, donc ça c'est important. On peut en conditionner le nombre et on peut mettre un certain nombre de conditions qui peuvent être selon la nature de l'activité, par exemple la réussite d'une phase 2 ou une phase 3 au niveau européen. Ça peut être l'atteinte de tels objectifs, ça peut être la réalisation d'un prototype, ça peut être le dépôt d'un brevet. Enfin, voilà. C'est laisser un petit peu à l'imagination des dirigeants qui calibrent effectivement l'objectif donné à leurs salariés en fonction de des particularités de leur entreprise. Ça me coûte combien? Est-ce que ça me coûte quelque chose si j'émets des BSPCE? Non, à part les honoraires du rédacteur. Donc pas grand-chose. Ça ne coûte rien. Il n'y a pas de droit à payer? Alors, non, il n'y a pas de droit à l'émission, ça c'est clair. Le régime fiscal et social des BSPCE est également assez attractif puisque le principe, le BSPCE est émis gratuitement, on ne le paye pas. Il donne droit à souscrire à un certain nombre d'actions, donc à un certain prix. Le jour où on vend ces actions, et seulement le jour où on vend ces actions, on est imposé à, en principe, 30%. Donc c'est le prélèvement forfaitaire unique donc, qui a été mis en place récemment. Sauf si, au moment où on vend, on a moins de 3 ans dans l'entreprise, à ce moment-là, on passe de 30 à 47,20.
Mais si je quitte l'entreprise, est-ce que je perds mes BSPCE? Si vous la quittez avant d'exercer et avant d'être actionnaire, en général, vous les perdez. D'accord. Donc là aussi, bon, le principe c'est ça. Il y a des fois des exceptions. Moi, j'ai eu le cas où effectivement on m'a demandé de revenir sur cette décision parce que le salarié était parti aux USA, mais il avait tellement amené à la société que bon, on est revenu dessus. Mais le principe c'est que quand on le quitte avant d'être actionnaire, on perd les bons. Qui a utilisé les BSPCE ici? Monsieur, Pierre, vous pouvez témoigner, monsieur? Venez. Allez, ça se passe comme ça au FinMed. Il n'y a pas de barrière. Venez. Présentez-vous rapidement votre entreprise et pourquoi vous avez eu recours au BSPCE. Allez-y. Allô? Oui, allô. Bonjour, je suis Alexandre Mermot, je suis le fondateur de Sell & Sign, solution de signature électronique. Qu'on a vu au grand opening. Exactement. Et ouais, effectivement, j'ai mis en place les BSPCE il y a déjà pas mal de temps, assez rapidement dès que ça a été possible dans l'entreprise. On l'a fait, d'une part pour récompenser ce qui avait permis de créer vraiment la valeur initiale de l'entreprise et d'autre part pour attirer et fidéliser ceux qui permettaient de franchir des étapes supplémentaires. Objectif atteint? Oui, tout à fait. C'est vraiment un énorme outil de motivation et d'implication. C'est-à-dire que les gens ne sont plus des salariés un peu extérieurs à l'aventure entrepreneuriale. Ils deviennent partie prenante de l'entreprise en tant que pseudo-actionnaire, je dirais. Bon, très bien. Ben voilà. Merci de ce témoignage. Vous voyez, ce n'était pas prévu, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Merci. Sell & Sign, c'est ça? C'est ça. Pierre, tu l'as fait aussi? Tu veux intervenir? Ah, tu n'as plus de voix. Pierre Joubert, évidemment, l'ultra célèbre Pierre Joubert, Sofimac. Nous, en tant qu'investisseurs, c'est vrai que c'est un outil qu'on aime bien. Alors, il ne faut pas exagérer non plus, parce que c'est un outil dilutif. Ça reste des actions. Donc, alors, c'est intéressant, Pierre, pardon, tu représentes un fonds, Sofimac. Pourquoi, en tant que fonds, c'est important? Vous incitez les entreprises dans lesquelles vous investissez? Ouais, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. C'est un outil de motivation. C'est un outil de motivation pour les membres fondateurs, pour les salariés. C'est aussi un élément d'attractivité. Donc le fait de permettre effectivement l'émission de BSPCE, ça permet d'attirer des talents. Parce que quand on ne peut pas les rémunérer, à un moment, il y a aussi une carotte qui est sous forme de BSPCE, donc c'est quand même intéressant. François, vous confirmez cela, évidemment? Ah, complètement. Ouais. Après, je nuancerai, mais très bien. Et le dernier point, c'est que ça permet souvent de reluer les dirigeants. Quand nous, on rentre, il y a une dilution qui se fait. Quand on n'est pas d'accord des fois sur la valeur ou autre, et que le chef d'entreprise a peur d'être trop dilué, ça permet effectivement de le motiver davantage et donc de jouer gagnant-gagnant et donc de le relouer. On a toujours intérêt effectivement avec le chef d'entreprise et la motivation de venir au boulot le matin. Donc voilà, donc ça a tous ses avantages en fait. Donc utilisé par Sofimac, très bien. Merci Pierre. Merci beaucoup. François, quelques Oui, mais effectivement, éléments. je rebondis sur ce que dit Pierre, parce qu'effectivement, nous on distingue des BSPCE, mais en fait il y a les BSPCE pour les dirigeants et les BSPCE pour les salariés. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour les BSPCE, pour les dirigeants, ils servent effectivement, comme l'a dit Pierre, soit pour reluer un dirigeant qui s'est fait un peu... Reluer, c'est-à-dire lui permettre d'avoir plus de capital. J'ai compris le sens, mais c'est un mot bizarre, non? Reluer. Reluer. Oui, d'accord, ok. Donc on relue. Et effectivement, donc dans la discussion, alors il s'est fait un peu tordre entre guillemets par l'investisseur, mais qui lui dit non, mais écoutez, si vous atteignez tel objectif, moi je considérais que la valorisation que vous m'avez proposée et que je n'ai pas encore acceptée, vous l'aurez à ce moment-là. Et donc les BSPCE permettent de retrouver la part de capital qui avait été perdue. Donc ça c'est pour le dirigeant. On a aussi des fois des dirigeants managers qui viennent de l'extérieur, qui acceptent une rémunération plus modeste et qui, avec les BSPCE, si certains objectifs sont atteints, peuvent prendre une participation au capital significative. Donc ça, c'est pour les dirigeants. Et on a les BSPCE donc pour les salariés, bien sûr. Là, ce que je voulais indiquer, c'est deux choses. La première, c'est que les BSPCE, le fait d'avoir des salariés pour des BSPCE ne dispense pas de respecter les règles du droit du travail. C'est pas parce qu'on a des BSPCE qu'on peut faire bosser les gens 20 heures par jour. Donc quand il y a des contentieux, c'est quand même sanctionné. Et le deuxième point pour les salariés, effectivement, c'est qu'effectivement,
le fait de devenir actionnaire est une chose, mais on a des fois des choses un peu paradoxales, en disant le dirigeant, je veux donner des BSPCE, non mais je veux pas qu'ils viennent aux assemblées. Bon, donc c'est un peu compliqué parce que quand on est actionnaire, on vient des assemblées. Donc là, quelquefois, on crée après ce qu'on appelle des manco, des holdings de managers pour qu'il n'y ait qu'un seul représentant à l'assemblée. Et deuxièmement, le point extrêmement important sur lequel j'insiste, c'est que quand les salariés sont devenus associés, il se peut qu'ils partent de manière positive ou négative. Et là, il n'est pas acceptable de garder au capital des gens qui ne sont plus dans l'entreprise, qui n'apportent plus de plus-value. Et donc, on consent à ce moment-là des promesses de vente. On fait souscrire généralement aux salariés, quand ils deviennent associés, des promesses de vente dites de good et bad liver, pour parler un petit peu anglais, qui permettent effectivement de consentir aux associés qui restent une option de rachat des titres de l'actionnaire salarié qui part. Très bien. Donc évidemment, vous êtes à la disposition de tous nos amis s'ils veulent des renseignements sur ces mécanismes-là. Peut-être avant de revenir à une synthèse, une conclusion de la part de Kevin et de Rabia, sur ce sujet, François Marenghi, finalement, vous préconisez de s'occuper de ces systèmes, en tout cas de les utiliser, s'ils sont pertinents, le plus vite possible dans la vie de l'entreprise. Dès lors qu'on est une start-up, on peut déjà s'intéresser à ces mécanismes. Oui, surtout le plus tôt possible, parce qu'en fait, plus c'est pris en amont, plus on est proche de la valeur nominale. Et donc, moins ça coûte cher à l'entreprise ou à la sortie. Parce qu'effectivement, il faut juste un mot sur les actions gratuites, qui sont l'autre système. Les actions gratuites, elles sont données, à la différence des BSPCE qui exigent à un moment donné une implication financière en fait, de l'actionnaire salarié, les actions gratuites sont vraiment gratuites. Mais il y a un coût pour l'entreprise, c'est qu'au moment où ces actions sont acquises, on a selon le système qui existe aujourd'hui, on a 20% de la valeur des titres à ce moment-là qui est à payer par l'entreprise. Donc si c'est 100 000 euros, il y a 20 000 euros à sortir. Vous me direz, ça peut être cher pour les startups. En réalité, pour les sociétés qui n'ont pas distribué de dividendes depuis la création, et à partir du moment où on ne dépasse pas environ 39 000 euros par an, on ne paye rien. Donc ce qui est une capacité à donner. Donc effectivement, plus le temps passe, plus ça peut être coûteux pour l'entreprise ou pour effectivement le salarié concerné. Donc le plus en amont possible, c'est le mieux. Parfait, très bien. Encore une fois, on pourra échanger avec vous dans votre espace de loitage. Merci François. Kevin ou Rabia, quelques mots de conclusion sur le crédit d'impôt recherche et on va terminer cette première séquence sur les mécanismes dédiés à nos startups. Du coup, pour conclure sur tout ce qu'on a dit, nous, on pense, c'est notre paradigme, qu'il faut changer en fait la manière de voir ces dispositifs, le penser un peu comme sur le modèle des États-Unis où la collaboration entre le public et le privé est très étroite. Il ne faut pas le voir comme une obligation, mais comme quelque chose qui va vous aider dans votre recherche et aussi dans l'aide, à l'obtention de tous les autres financements dont on va parler aujourd'hui. Et puis ce qui est important en fait, pour en finir avec ça, sécuriser son CIR, si on peut parler de sécurisation, c'est aussi démontrer qu'on est en posture de réaliser de la R&D et la collaboration avec des labos publics notamment, c'est pourvoyeur d'indicateurs de R&D un peu formels et ça on engage effectivement les entreprises à oser ces collaborations-là parce que de l'indicateur de R&D, de la publication, des collaborations avec des labos, du thésard cofinancé, etc. Tout ça, ça matérialise effectivement l'augmentation de connaissances. Donc, devant un expert, aux yeux d'un expert scientifique, ça a beaucoup de poids. Et c'est en ce sens qu'on peut éventuellement parler de sécurisation à long terme du dispositif au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment important. Donc, on accompagne aussi à cette démarche-là qui est de se rapprocher des gens qui font de la R&D fondamentale, c'est-à-dire les labos. Donc il faut oser ça et il y a plein de dispositifs qui permettent d'oser ça en fait. Vous accompagnez aussi l'entreprise dans le financement du CIR ? Oui, on fait partie d'un écosystème où on peut effectivement lever du fonds, aider à trouver des ressources dans les différentes phases d'évolution de l'entreprise, parce que ça c'est important. Et en général, les missions qui nous sont confiées aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on a la possibilité de mettre en branle, de faire participer des acteurs qui vont permettre ces financements-là. Et du coup, nous, on accompagne après en aval sur la sécurisation. C'est aussi prévoir tôt et faire des rescrits. Bon, pour le GUI,
il est obligatoire, mais si on s'y prend suffisamment tôt, on fait des rescrits CIR, on fait des rescrits CI, et l'administration se prononce. Et là encore, c'est une manière de sécuriser, en tout cas de rassurer les dirigeants d'entreprise. Merci Rabia Ferghani, merci Kevin Laurent, merci François Marenghi. On peut vous applaudir, vous avez ouvert le banc de cette matinée. Merci pour vos interventions. Merci beaucoup.